Imaginez que vous marchez dans une forêt, en silence. Le seul bruit, c'est celui de vos pas sur les feuilles sèches. Soudain, quelque chose bouge dans les buissons, à 30 mètres. Vous pensez qu'il s'agit d'un arbuste secoué par le vent. Ce n'est pas un arbuste, c'est un ours brun de 500 kilos qui vient de lever la tête et qui vous regarde droit dans les yeux. Votre cœur s'emballe, vos jambes veulent courir. Votre cerveau hurle un seul mot, fuis. Vous avez exactement 3 secondes pour prendre une décision. Et dans ces 3 secondes, l'immense majorité des gens fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, nous allons démonter l'ours pièce par pièce, de son crâne presque indestructible jusqu'à un mécanisme interne que les scientifiques qualifient de miracle biologique. Et je vous promets une chose, quand cette vidéo sera terminée, vous ne regarderez plus jamais un ours en peluche de la même manière. Il y a 12 000 ans, quand l'être humain apprenait encore à modeler des pots d'argile, quand il n'y avait ni ville, ni route, ni écriture, il marchait déjà dans ces mêmes forêts. L'ours brun. Il était là avant les premiers murs, avant les premières guerres, avant même que quelqu'un ait l'idée d'écrire un seul mot. Il était déjà le maître absolu de la forêt, la mesure même du sauvage, le symbole vivant que la nature est capable de créer des chefs-d'œuvre sans plan ni instruction. Et les humains l'ont compris depuis le tout début. Ils lui ont donné de nombreux noms. Les Slaves disaient « Medved », celui qui connaît l'endroit du miel. Les Finlandais le respectaient tellement qu'ils n'osaient même pas prononcer son vrai nom. Ils ont inventé le mot « Karhu », qui signifie simplement « la bête ». Les Yakuts l'appelaient « Ebe », grand-père. Dans chaque culture, dans chaque coin de l'Eurasie, l'ours occupait toujours la même place, le sommet. Pas le loup, pas le tigre, pas l'aigle, l'ours. Dans les grottes d'Altamira et de Lascaux, les archéologues ont trouvé des peintures d'ours vieilles, de plus de 30 000 ans. Les chasseurs du Paléolithique les dessinaient sur les parois de leurs abris. Et ils ne le faisaient pas par peur, ils le faisaient par respect. Ils savaient qu'ils avaient devant eux une créature sans égale sur la terre ferme. Ils avaient raison alors, et ils ont encore raison aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ours brun occupe un territoire qui s'étend de l'Espagne au Japon, de l'Alaska au nord du Mexique. Son aire de répartition est la plus vaste de tous les prédateurs terrestres de la planète. Il a colonisé les montagnes scandinaves, les Carpates, l'immensité de la Sibérie, la péninsule du Kamtchatka, l'Alaska et les Rocheuses. C'est la seule grande espèce prédatrice capable d'être aussi à l'aise dans la toundra arctique que dans une forêt subtropicale. Ce n'est pas de la spécialisation, c'est de la polyvalence à l'état pur, une polyvalence poussée à l'extrême. Le premier pas d'un ourson dans ce monde est un pas de l'obscurité vers la lumière. À sa naissance, en plein mois de janvier, il pèse à peine 500 grammes. Il est aveugle, il est presque sans poils, il est totalement sans défense. Il n'a pas la moindre idée qu'un jour, il deviendra le seigneur de la forêt. Sa mère, encore à moitié endormie, le garde au chaud avec son propre corps pendant qu'à l'extérieur, la température descend à moins 30 degrés. 3 mois plus tard, cette petite boule de fourrure sortira de la tanière et commencera à apprendre ce que signifie devenir une légende. Mais commençons par l'outil principal, la griffe de l'ours brun. Ce n'est pas une arme au sens classique du terme. Elle mesure entre 12 et 15 cm de long. Elle est plus longue que votre majeur. Les griffes de l'ours ne se rétractent pas. Elles sont toujours dehors, toujours exposées, toujours prêtes. Et elles ne sont pas tranchantes comme des lames de rasoir. Elles sont émoussées et courbées, comme les crochets d'une pelle mécanique. L'ours ne coupe pas avec elles. Il déchire, il brise, il retourne des tonnes de terre comme si c'était du beurre. Un mâle adulte d'ours brun pèse entre 250 et 650 kg. Au Kamtchatka, on a enregistré des individus de 750 kg. Quand il se dresse sur ses pattes arrière, il atteint 3 mètres de haut. Imaginez lever la tête vers une créature haute comme un panier de basket. Et voici l'essentiel, ce n'est pas une masse grasse et maladroite. C'est de la musculature fonctionnelle pure. Chaque kilo de ce corps travaille, chaque fibre musculaire a une utilité. Sur un sprint court, l'ours brun atteint 60 km/h. Usain Bolt, au sommet absolu de sa carrière, en a atteint 44. Cela signifie quelque chose de très simple. Si un ours décide de vous poursuivre, vous n'avez absolument aucune chance de lui échapper en courant. Aucune. Zéro. Ce n'est pas une exagération dramatique. C'est de l'arithmétique élémentaire. 60 contre 44. Cet écart de 16 km/h, c'est l'abîme qui sépare la vie de la mort. Et dans l'eau, la situation ne s'améliore pas. L'ours nage comme un marathonien professionnel. Il existe des cas documentés d'ours ayant parcouru plus de 100 km en pleine mer, dans une eau à 4 degrés Celsius, sans s'arrêter. Un être humain, dans ces conditions, perd connaissance au bout de 15 à 30 minutes. L'ours, lui, continue simplement à nager. Le crâne de l'ours brun est un chef-d'œuvre d'ingénierie en matière de protection passive. L'os frontal possède un angle d'inclinaison particulier qui fait que des balles de petit ou moyen calibre, comme celles d'un pistolet, peuvent ricocher sans pénétrer le cerveau. Les chasseurs expérimentés le savent, on n'arrête pas un ours avec une balle de pistolet dans la tête.
Pour un arrêt fiable, il faut une arme longue de gros calibre. Et même dans ce cas, cela ne fonctionne pas toujours. La peau de l'ours est attachée à son corps d'une manière différente de celle de la plupart des animaux. Elle est légèrement lâche, comme un manteau de taille trop grand. Dans un combat, cela lui sauve la vie. Si un adversaire le mord au flanc, l'ours peut littéralement pivoter à l'intérieur de sa propre peau et lancer une contre-attaque. L'ennemi a la peau entre les dents, mais l'ours le regarde déjà en face. Et alors, il frappe. La force d'un coup de patte avant chez un mâle adulte dépasse 1500 kg. Avec ce coup, un ours brise la colonne vertébrale d'un taureau, d'un élan ou d'un bison, en un seul impact. Pour vous donner une idée, le coup de poing d'un boxeur poids lourd professionnel développe environ 700 kg de force. L'ours frappe 2 fois plus fort. Et il le fait avec une patte de la taille d'une grande assiette armée de griffes. Quand un ours entre dans un état de fureur, il devient pratiquement impossible à arrêter. Son seuil de douleur s'éteint complètement. Des chasseurs ont documenté des cas où un ours ayant reçu une balle qui lui avait traversé le cœur a encore couru 100 mètres et atteint son agresseur. Avec le cœur détruit. 100 mètres. Ce n'est pas une légende de feu de camp. Ce sont des rapports officiels. Un ours enragé est une créature qui ne sait pas encore qu'elle devrait déjà être morte. Mais le véritable super-pouvoir de l'ours brun, c'est son nez. La membrane muqueuse à l'intérieur de sa cavité nasale possède une surface 1000 fois plus grande que celle d'un être humain. Il dispose de 2000 types de récepteurs olfactifs, contre 400 chez nous. Les bulbes olfactifs dans son cerveau occupent un volume disproportionné. L'ours voit littéralement le monde à travers l'odeur, avec la même netteté que nous le voyons avec les yeux. Et maintenant viennent les faits qu'il est difficile de croire. Un ours détecte l'odeur de viande en décomposition à 30 km. Il peut identifier la trace d'un cerf passé à cet endroit 2 jours plus tôt. Une boîte de conserve fermée dans votre sac à dos n'est pas hermétique pour un ours. Il perçoit l'odeur à travers les interstices microscopiques du couvercle et à travers l'odeur de vos doigts sur le métal, même si vous l'avez lavé. À 5 km de distance, avec le vent contre lui, l'ours sait déjà qu'il y a de la nourriture dans votre campement. Il sait ce que vous avez mangé au petit déjeuner. Il sait qu'il y avait une barre chocolatée dans la poche de votre veste, même si vous l'avez déjà mangée. L'odeur est restée dans le tissu. Pour un ours, vous êtes une balise ambulante avec un panneau lumineux marqué « Nourriture ici ». Vous croyez être caché. Vous vous trompez. En 2008, de nuit, dans le parc national de Yellowstone, un grizzly a ouvert 11 véhicules d'affilée. Il n'a pas forcé les serrures, il a tordu les cadres des portières avec ses propres pattes. Il sentait la nourriture à l'intérieur. Pas même la nourriture elle-même, mais l'odeur de nourriture imprégnée dans les sièges. Les dégâts ont dépassé 70 000 $. Aucun touriste n'a été blessé, parce que l'ours était occupé à des choses plus importantes. Il avait trouvé des chips. En 2019, en Carélie, un ours s'est emparé de la barque de pêcheurs pendant qu'il dormait. Plus exactement, il a atteint la barque parce qu'il sentait le poisson, l'a renversé et a sélectionné les morceaux de la prise qui l'intéressaient. Les pêcheurs se sont réveillés au bruit des éclaboussures et ont découvert que l'ours avait déjà pris son petit déjeuner et s'éloignait avec une dignité absolue, sans se presser comme quelqu'un qui sait parfaitement qu'il a pris ce qui lui revenait. Une journée normale dans la vie d'un ours commence à l'aube. C'est un animal matinal. Il consacre les 3 premières heures de la journée à la chasse et à la recherche de nourriture. Ensuite, il se repose plusieurs heures à l'ombre. Puis, vers le soir, il redevient actif. L'itinéraire quotidien d'un mâle adulte peut couvrir entre 10 et 80 km. L'ours ne reste pas immobile. Il est en mouvement constant, en train de lire son territoire sans interruption. L'ours est un opportuniste accompli. 70% de son alimentation est végétale. Racines, baies, jeunes pousses, fruits à coque. Il peut passer des heures à creuser la terre à la recherche de tubercules ou à démonter une fourmilière pour en extraire les larves. Ce n'est pas qu'il manque d'exigence, c'est une stratégie pure. La nourriture végétale est calorique et disponible. Mais dès qu'une occasion de manger de la viande se présente, l'ours devient instantanément un prédateur. Il chasse l'élan avec une charge courte et explosive. En général, dans l'eau peu profonde, là où l'élan perd sa maniabilité. L'ours lui saute dessus, le retient avec ses griffes et d'un seul coup de patte avant, lui brise la colonne ou le cou. L'impact est si précis et si violent qu'un élan de 4 ou 500 kg cesse immédiatement de résister. Tout le processus dure moins d'1 minute. Les ours adorent les fourmilières. Des zoologues ont observé un énorme mâle consacrer 40 minutes à une seule fourmilière, la déchirant méthodiquement couche après couche, léchant les fourmis et les larves avec une dévotion absolue. L'expression sur son visage était celle d'un bonheur total. Les fourmis, elles, lui mordaient le museau sans relâche. L'ours éternuait, soufflait et continuait à manger parce que les larves sont un mets délicat et on ne laisse pas un mets délicat à moitié terminé. Quand un ours trouve une ruche sauvage, rien au monde ne l'arrêtera. Les abeilles le piquent au nez, aux oreilles, aux paupières. Il ne bronche presque pas. Le dard d'une abeille ne peut pas traverser son épaisse fourrure. Le nez est le seul point vulnérable.
et l'ours supporte cela stoïquement en échange du miel. Des milliers de piqûres à chaque fois. Voilà ce qu'on appelle savoir ce qu'on veut. Le territoire d'un mâle adulte couvre entre 200 et 2000 km². Il en marque régulièrement les limites en se frottant aux arbres avec le dos et les épaules pour y laisser son odeur. Et il y grave des marques de griffes aussi haut que possible pour que tout concurrent les voie et comprenne qu'un très grand individu vit ici. Plus la marque est haute, plus elle impose le respect. Certains arbres de la taïga sont griffés à 2,50 m du sol. Vous pouvez imaginer qui a fait ça. Chaque automne, dans les rivières du Kamtchatka et de l'Alaska, se produit un spectacle sans équivalent dans aucun autre écosystème de la planète. La remontée du saumon du Pacifique. Les rivières se remplissent littéralement de poissons, et à ce moment-là, sur les berges, les ours se rassemblent. Des dizaines d'entre eux, parfois plus d'une centaine. Tous sont venus pour la même chose, se remplir l'estomac avant l'hiver. Et c'est à ce moment-là que l'ours se révèle sous un angle totalement inattendu. La pêche au saumon est un art que les ours apprennent pendant des années. Un jeune ours entre dans l'eau et poursuit maladroitement les poissons sans rien attraper. Un adulte expérimenté occupe le meilleur emplacement, près d'un rapide, là où le saumon saute à contre-courant, et attend simplement la gueule ouverte. Le poisson lui saute littéralement entre les dents. Un ours expérimenté attrape les saumons avec une efficacité de 80%. C'est plus qu'un pêcheur professionnel avec une canne. Pendant les périodes d'abondance maximale, les ours deviennent des gourmets capricieux. Ils attrapent un saumon, n'en mangent que les œufs, la peau et le cerveau, les parties les plus grasses, puis abandonnent le reste. 5 kilos de chair d'un seul poisson laissé sur la berge. Derrière eux arrivent les aigles, les loups et les corbeaux. L'ours, sans le vouloir, nourrit tout l'écosystème, même lorsqu'il ne pense qu'à lui-même. Parmi les ours qui pêchent, il existe une hiérarchie stricte. Le meilleur emplacement revient au plus gros mâle. Les autres se répartissent selon l'ancienneté et la taille. Les plus jeunes pêchent plus en aval. L'important, c'est que les conflits sont rares. Les ours sont pragmatiques. Dépenser de l'énergie dans un combat quand il y a autant de poissons autour, c'est simplement stupide. La hiérarchie fonctionne sans effusion de sang. Un simple déplacement latéral de recul est déjà une capitulation acceptée. Les jeunes ours, lors de leur première saison de pêche, sont un spectacle comique à part entière. Ils se jettent dans l'eau, courent après les poissons, tombent, se relèvent, poursuivent les queues des saumons comme des chiots après une balle. Parfois, ils attrapent un poisson par pur hasard et prennent tellement peur qu'ils le lâchent aussitôt. Les biologistes qui ont observé cela pendant des heures ont avoué qu'il est difficile de considérer cela comme une science très sérieuse quand un ours de 50 kg rate pour la 3e fois d'affilée un poisson de la taille de sa tête. Lors d'une bonne journée au bord de la rivière, un ours adulte dévore entre 30 et 40 grands saumons. Cela représente environ 30 000 calories. Pendant la saison du saumon, un ours accumule jusqu'à 2 kg de graisse par jour. En 3 semaines de pêche, jusqu'à 40 kg de graisse pure. C'est son compte bancaire pour l'hiver. Chaque saumon est un dépôt à terme qui ne sera ouvert qu'au printemps. Les ours sont des animaux solitaires, mais ce n'est pas une solitude née du malheur. C'est une stratégie consciente et délibérée. Un seul ours sur un territoire, cela signifie plus de nourriture, plus de ressources, moins de concurrence. Quand 2 mâles adultes se rencontrent, c'est toujours un moment de tension extrême. Ils s'arrêtent, ils s'évaluent, taille, odeur, âge. Dans la plupart des cas, le plus petit se retire de lui-même, sans se battre, parce que le perdant d'un combat entre ours ne survit souvent pas. Quand le combat ne peut pas être évité, il est terrifiant. 2 mâles adultes, chacun pesant entre 300 et 500 kg, se dressent sur leurs pattes arrière et commencent à se frapper avec les pattes avant comme des boxeurs. Coups de griffe, morsures, tentatives de faire tomber l'adversaire. Ces affrontements durent de quelques minutes à une demi-heure. Quand ils se terminent, les 2 animaux sont couverts de blessures. Le perdant s'en va, le gagnant aussi, seulement plus lentement. La seule exception à la règle de la solitude, c'est la femelle avec ses petits. Voilà l'unité sociale du monde des ours. La mère et les oursons restent ensemble entre 1 an et demi et 2 ans. Pendant ce temps, elle leur apprend absolument tout. Où trouver de la nourriture, comment éviter le danger, comment se comporter face aux autres ours. Les oursons sont des élèves et l'école est dure. La mère ne pardonne pas les erreurs qui peuvent coûter la vie. Une femelle avec des petits est la créature la plus dangereuse de la forêt. Non parce qu'elle est agressive par nature, mais parce qu'elle protège ses enfants. Elle émet un son particulier. Et instantanément, les oursons grimpent à l'arbre le plus proche. Les jeunes ours grimpent aux arbres plus vite que les écureuils. Pendant que les petits sont en sécurité en hauteur, la mère s'occupe de la menace. Et elle ne prévient pas 2 fois. Des biologistes ont observé une femelle de 120 kg affronter sans la moindre peur un mâle de 450 kg. Il s'approchait de ses petits. Elle ne s'est pas enfuie. Elle s'est plantée devant lui, a rugi, a lancé de fausses charges. Dans l'immense majorité des cas, le mâle recule parce que le prix de la victoire, c'est-à-dire des blessures graves infligées par une mère furieuse, ne vaut pas l'effort. Parfois, le plus petit gagne simplement parce qu'il n'a rien à perdre.
Les oursons jouent sans arrêt, et ce n'est pas un simple amusement. Chaque jeu est un entraînement. La lutte leur apprend à garder l'équilibre et à frapper. La poursuite développe leur vitesse. L'escalade des arbres perfectionne leur coordination. La nature n'a pas créé l'enfance comme une période de repos. Chaque minute de jeu chez un ourson est un investissement dans la survie de l'ours adulte. L'évolution, c'est exactement ce qu'elle fait. Grizzly et ours brun, le même animal, la même espèce biologique, Ursus arctos. Le grizzly n'est que la sous-espèce américaine, mais 10 000 ans d'existence séparée dans des conditions différentes les ont rendues nettement distinctes. Le principal trait extérieur distinctif, c'est la bosse. Le grizzly possède entre les omoplates un énorme faisceau musculaire. Ce n'est pas de la graisse, c'est le système hydraulique qui alimente ses pattes avant, conçu pour retourner des rochers pesant plusieurs centaines de kilos. La bosse du grizzly est un prodige d'anatomie fonctionnelle. Ses muscles se relient aux pattes avant et leur donnent une force extraordinaire dans le mouvement de fouissage. Un grizzly retourne des rochers de 2 à 300 kilos avec une seule patte. Il creuse le pergélisol, il détruit le terrier d'une marmotte avec la même facilité qu'un humain ouvre une boîte de conserve. L'ours brun sibérien est physiquement moins puissant dans ce mouvement précis parce qu'il n'a pas cette bosse. Le caractère du grizzly a été façonné par sa géographie. Il vit dans des espaces ouverts. Il n'y a nulle part où se cacher, souvent nulle part où fuir. L'évolution a donc choisi une autre stratégie. Attaquer le premier avec l'intensité maximale possible. Le grizzly est plus agressif que l'ours sibérien. Il attaque de manière préventive s'il perçoit une menace. Son principe de vie est simple. La meilleure défense, c'est une attaque dévastatrice. Et cette stratégie fonctionne depuis des millions d'années. L'ours sibérien, lui, a évolué dans des forêts denses. Sa stratégie est différente. Face au danger, il choisit plus souvent le retrait ou l'observation. Il peut observer un humain pendant des heures sans se montrer. Il réagit de façon plus intelligente aux situations inconnues. Cela ne veut pas dire qu'il est plus sûr. Cela veut dire qu'il est plus difficile à prévoir. Le grizzly attaque ouvertement. L'ours sibérien, lui, peut attendre le moment parfait. Un fait fascinant. L'ours polaire n'est pas une espèce séparée au sens profond du terme. Il descend directement de l'ours brun. Il y a environ 150 000 ans. Les ours bruns d'Irlande sont ses plus proches parents génétiques. Et aujourd'hui encore, dans les zones où leurs territoires se chevauchent, ils se croisent et donnent naissance à des hybrides viables, qu'on appelle Pidsley ou Growler. Ce sont des hybrides fertiles et parfaitement fonctionnels. L'évolution n'est pas terminée. Elle est en train de se produire maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo. Tout au long de l'expansion de l'humanité à travers l'Eurasie, l'ours a été son voisin le plus proche. Et cette relation n'a jamais été simple. Les paysans le craignaient et le vénéraient en même temps. Tuer un ours était considéré comme un exploit. Sa viande se mangeait lors de fêtes particulières. Ses griffes étaient portées comme amulettes protectrices. La peur et le respect ont toujours avancé côte à côte, parce que l'être humain sentait que cette créature appartenait à un autre ordre du monde. Les conflits les plus fréquents tournent autour des ruchers. L'ours sent le miel à des kilomètres. Il arrive de nuit et détruit tout méthodiquement. Une seule nuit suffit pour anéantir une année entière de travail d'un apiculteur. En Sibérie, en Carélie, dans la région de Krasnodar, ces cas sont enregistrés chaque année. Les abeilles le piquent, il éternue et continue. Les clôtures électriques sont la seule chose qui fonctionne avec une certaine fiabilité. Mais pas toujours. Les scientifiques modernes étudient les ours à l'aide de colliers GPS. Cela permet de suivre chaque déplacement de l'animal en temps réel. Et les données ont révélé quelque chose de stupéfiant. Les ours ne sont pas des bêtes qui errent au hasard. Ils se souviennent de l'emplacement exact de chaque buisson à baies, de chaque rivière à poissons, de chaque sentier d'ours sur un territoire de centaines de kilomètres carrés. Leur mémoire spatiale dépasse celle de nombreux primates. Dans les parcs nationaux nord-américains, les ours se sont tellement habitués aux humains qu'ils sont devenus effrontés. À Yellowstone, on a observé des ours traverser tranquillement des campements touristiques en ignorant les gens qui agitaient en des clochettes, criaient et reculaient de peur. L'ours allait simplement vers une odeur intéressante. Un touriste, pris de panique, lui a lancé un sandwich. L'ours l'a attrapé en plein vol, l'a mangé et a continué sa route. Il n'avait pas besoin d'encouragement supplémentaire. Les conflits entre ours et éleveurs sont un problème chronique en Alaska, au Canada et dans les régions sibériennes. L'ours vient pour le bétail, surtout en automne, pendant la période d'hyperphagie. Une seule incursion et plusieurs veaux disparaissent. Les compagnies d'assurance au Canada paient chaque année des dizaines de millions de dollars de dégâts causés par les ours. Et en même temps, les ours sont protégés par la loi. C'est un équilibre d'intérêts sans solution simple. La taïga, de l'Ussuri, est le seul endroit sur Terre où deux prédateurs absolus partagent le même territoire, le tigre de Sibérie et l'ours brun. Ils sont arrivés là par des chemins opposés. Le tigre est remonté des forêts tropicales du sud. L'ours est descendu des forêts boréales du nord. Ils se sont rencontrés dans le Primorié russe. Et ce n'est pas une cohabitation paisible.
C'est une guerre froide, permanente, avec des accès réguliers de violence ouverte. Le tigre chasse l'ours comme il chasse n'importe quelle autre proie. Furtivité, traque, attaque surprise par derrière. L'objectif est de mordre les vertèbres cervicales d'un seul coup. Cette technique fonctionne avec un chevreuil, un cerf, même avec un sanglier de 200 kg. Mais avec un ours adulte, il y a un problème que le tigre ne peut pas résoudre facilement. Le cou d'un mâle adulte est couvert d'une couche si épaisse de muscles et de graisse que les crocs du tigre, longs de 8 cm, ne peuvent tout simplement pas atteindre la colonne. Quand le tigre se jette sur la nuque de l'ours, il se produit quelque chose que le félin n'avait pas prévu. L'ours utilise sa peau lâche. Il pivote littéralement à l'intérieur. Le tigre a de la peau entre les mâchoires, mais le visage de l'ours le regarde déjà droit devant. Et alors vient le coup. Une patte qui développe 1500 kg de force. Le tigre pèse entre 180 et 200 kg. Un seul impact suffit à lui briser les côtes. Dans un combat frontal à découvert, l'ours se dresse sur ses pattes arrière. C'est une tactique brillante. Il protège son cou vulnérable, élève son centre de gravité et libère ses pattes avant pour l'attaque. Le tigre est habitué à des proies qui fuient ou qui tombent. L'ours ne fait ni l'un ni l'autre. Il reste debout et commence à travailler méthodiquement le tigre avec ses pattes avant comme avec des marteaux de démolition. Les biologistes du projet Tigre de l'amour ont documenté un phénomène fascinant. Les ours volent régulièrement les tigres. L'ours entend ou sent une proie fraîchement tuée par le tigre et vient la prendre. Le tigre est un chasseur parfait, mais il comprend une chose fondamentale. Se battre contre un ours, c'est risquer une blessure grave, et une blessure grave dans la taïga équivaut à la mort. Alors, presque toujours, le tigre se retire et l'ours mange sa prise. Cela s'appelle le kleptoparasitisme, ou, dit plus simplement, de l'audace soutenue par une supériorité physique. Selon les études à long terme, dans 50% des affrontements, c'est l'ours qui gagne. Dans 27% des cas, c'est le tigre, généralement lorsqu'il attaque un ours endormi ou un jeune individu. Dans les 23% restants, les deux se retirent grièvement blessés. Un point d'essentiel, le tigre ne chasse intentionnellement l'ours que lorsqu'il est au bord de la famine. Un tigre expérimenté sait que c'est une proie trop coûteuse. Il vaut mieux prendre un cerf. Moins de risques, plus de viande pour moins d'efforts. À la fin du mois d'août, quelque chose s'active dans le cerveau de l'ours. Le mécanisme de satiété s'éteint complètement. L'ours entre dans un état appelé hyperphagie, une consommation incontrôlée et compulsive de nourriture. Il mange 20 heures par jour. Myrtilles, mûres, pignons, racines, poissons, tout ce qu'il trouve. Son objectif est d'ingérer entre 20 000 et 30 000 calories par jour. Cela correspond à peu près à 50 grandes pizzas chaque jour. Pendant 2 mois d'affilée, au cours de l'été et du début de l'automne, l'ours peut doubler son poids corporel. Un mâle qui pesait 250 kg au printemps arrive en novembre à 450 ou 500. Parmi cela, entre 180 et 200 kg ne sont que de la graisse sous-cutanée pure. Et cette graisse n'est pas seulement une réserve de calories. C'est une isolation thermique, c'est une source d'eau. C'est la matière première pour fabriquer des protéines et des hormones. Sans elle, il n'y a pas d'hibernation. Sans hibernation, il n'y a pas de printemps. Sans printemps, il n'y a pas d'avenir. Les pignons de cèdre sont la source de calories la plus importante. 100 grammes de pignons contiennent environ 700 calories. Un ours peut en manger plusieurs kilos en une seule visite dans une forêt de cèdres. Il ne les décortique pas un par un. Il se remplit les joues, mâche et avale des poignées entières. Les écureuils et les tamias, qui ont passé des semaines à récolter ces réserves, ne peuvent que regarder et protester, ce qu'ils font d'ailleurs très bruyamment. Pendant la période d'hyperphagie, les ours deviennent un véritable cauchemar pour les agriculteurs. Une seule nuit dans un champ de maïs et plusieurs tonnes de récoltes sont détruites. L'ours ne fait pas dans le détail. Il dévore et écrase et dévore. Dans les régions montagneuses de Roumanie et de Slovaquie, les dégâts annuels causés par les ours à l'agriculture se chiffrent en millions d'euros. Les ours sont protégés par la législation de l'Union européenne. Les agriculteurs sont désespérés. Les ours, eux, sont parfaitement satisfaits. Le choix de l'emplacement de la tanière d'hiver est une affaire sérieuse. L'ours y consacre plusieurs semaines. Il cherche une pente bien drainée pour éviter l'inondation au moment de la fonte des neiges. Un lieu protégé du vent, difficile d'accès pour d'autres prédateurs, sous les racines d'un grand arbre ou dans une fissure rocheuse. Certaines tanières y sont utilisées par plusieurs générations d'ours, la même cavité, pendant des décennies. La tanière est une petite pièce, à peine plus grande que l'ours lui-même. Il y entre à reculons, s'y installe puis commence à attendre. À l'extérieur, la neige s'accumule peu à peu, et la neige est le meilleur isolant thermique qui existe. Sous une épaisse couche de neige, la température à l'intérieur de la tanière se maintient autour de 5 degrés au-dessus de zéro, même lorsqu'il fait moins 30 dehors. L'ours a transformé son refuge en thermos parfait. L'hibernation de l'ours n'est pas la mort. Ce n'est pas un évanouissement, c'est un état d'une précision extrême. Sa température corporelle chute de 37 à 31 degrés.
son rythme cardiaque tombe de 40 ou 50 battements par minute à 8 ou 10. Sa respiration se réduit à une inspiration toutes les 45 secondes. Son métabolisme diminue de 53%. Mais voici le plus extraordinaire. L'ours conserve son tonus musculaire. Ses muscles ne s'atrophinent pas. Ses os ne perdent pas en densité. Cela contredit absolument toutes les lois connues de la physiologie. L'hibernation de l'ours n'est pas un sommeil profond comme celui des rongeurs. Un spermophile en hibernation abaisse sa température presque à zéro. On peut le prendre dans ses mains sans qu'il se réveille. L'ours, c'est tout autre chose. Un ours dérangé se réveille en quelques secondes. Le moindre bruit inhabituel près de la tanière peut le sortir de sa torpeur. Et c'est précisément pour cela que les chasseurs qui tombent par hasard sur une tanière se retrouvent en danger de mort. L'animal sort déjà en mode attaque. Il y a une énigme que les scientifiques ont essayé de résoudre pendant des décennies. Comment est-il possible qu'un ours ne fasse pas ses besoins pendant 6 mois? La réponse est fascinante. Ses reins continuent à filtrer le sang, mais l'urée n'est pas expulsée vers l'extérieur. Le foie la recycle et la transforme à nouveau en acides aminés. Ces acides aminés servent à fabriquer de nouvelles protéines. L'ours recycle littéralement ses propres déchets métaboliques et les transforme en matériaux de construction cellulaire. Ce mécanisme est si extraordinairement efficace que la NASA l'a étudié comme modèle pour les vols spatiaux de longue durée. Au printemps, l'ours sort de sa tanière après avoir perdu entre 30 et 40% de son poids. De 450 kg, il n'en reste que 280 à 300. Mais même cela est prodigieux. Il a conservé 90% de sa masse musculaire. Un être humain qui reste alité pendant 6 mois ne peut pas se lever seul. L'ours sort de sa tanière et quelques heures plus tard, il pêche déjà. Ses muscles ont continué à travailler pendant le sommeil, effectuant des contractions minimales pour maintenir leur tonus. Les biologistes appellent à cela des exercices isométriques pendant le sommeil. L'évolution a inventé un programme de remise en forme pour les dormeurs. La chose la plus stupéfiante se produit en janvier, en pleine hibernation. La femelle met bas sans se réveiller complètement, dans un état de demi-sommeil. Les petits naissent minuscules, 500 grammes, aveugles, nus, totalement sans défense. Mais l'instinct les guide jusqu'aux mamelles de la mère. Le lait de l'ours contient 30% de graisse. Il est plus riche que n'importe quelle crème que vous connaissez. Grâce à ce lait, les oursons passent de 500 grammes à 5 kg en seulement 3 mois. Et la mère ne mange ni ne boit pendant toute cette période. La graisse de son propre corps nourrit 2, 3, parfois 4 petits en même temps. En avril, les oursons voient le monde pour la première fois. Tout est une découverte. La neige est une matière froide et étrange. Le soleil est trop lumineux. Le vent n'a aucun sens. Les arbres sont hauts et fascinants. Un ourson a vu sa propre ombre pour la première fois, a eu peur et a couru vers sa mère. Un autre a essayé de mordre un pain et a soufflé de frustration. Un troisième est tombé dans un ruisseau et a hurlé pendant 3 minutes jusqu'à ce que sa mère le sorte de là. L'apprentissage commence. La vie commence. Chez les ours, il existe un phénomène que les scientifiques ont documenté à de nombreuses reprises. Les grands mâles chassent les oursons. Ce n'est pas une agression aléatoire, c'est une stratégie pure. En tuant les petits d'un autre mâle, le mâle dominant atteint 2 objectifs à la fois. Il élimine de futurs concurrents et il ramène la femelle dans son cycle reproductif, parce qu'une ours qui perd ses petits redevient disponible pour l'accouplement. C'est un mécanisme cruel, mais efficace, et c'est exactement pour cela que les femelles avec des petits sont les créatures les plus dangereuses de la forêt. Non par agressivité innée, mais parce qu'elles savent que la menace peut venir des leurs. La femelle attaque tout ce qui bouge près de ses petits. Un humain, un autre ours, un élan, tout. Son agressivité n'est pas une rage aveugle, c'est une protection froide et calculée, et elle est prête à mourir pour ses petits. Tous les prédateurs de la forêt le savent. Malgré toute la dureté du monde des ours, le lien entre la mère et ses petits est d'une tendresse saisissante. Elle les lèche pendant des heures. Elle joue avec eux. Elle leur apprend où trouver de la nourriture, comment éviter les dangers, comment se déplacer sur le territoire. 1 an et demi. Voilà combien dure l'éducation. Ensuite, elle les chasse parce qu'un nouveau cycle reproductif commence. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la loi de l'espèce. Ils s'en sortiront. Elle leur a appris tout ce qu'il fallait. L'ours est l'un des mammifères les plus développés intellectuellement en dehors de l'ordre des primates. Son cerveau est proportionnellement grand. Il utilise des outils simples. On a observé des ours vivant près des côtes utiliser des pierres pour ouvrir des coquillages. En Alaska, des ours ont appris à ouvrir les conteneurs à déchets spécialement conçus pour résister aux ours, avec plusieurs systèmes de verrouillage par essai et erreur. Les concepteurs de ces conteneurs disent souvent que la différence d'intelligence entre un ours et certains touristes est minime. Les ours détectent les pièges photographiques. Les zoologues ont remarqué qu'en passant devant des caméras cachées, les ours ralentissent, les reniflent et regardent souvent directement l'objectif. Certains individus ont même commencé à poser délibérément. Et ce n'est pas une plaisanterie. 2 ours de Yellowstone ont été photographiés des centaines de fois. Tous 2 savaient clairement où se trouvaient les caméras.
Et à chaque passage, ils tournèrent la tête vers l'objectif. Personne ne leur a appris cela. La mémoire spatiale de l'ours est extraordinaire. Il se souvient de l'emplacement exact de chaque buisson à baies, de chaque rivière à poissons, de chaque lieu de nourrissage sur un territoire de centaines de kilomètres carrés. Les études GPS ont montré que les ours reviennent année après année à des arbres et des arbustes précis avec une précision de quelques mètres. Ils ne cherchent pas, ils savent, ce n'est pas de l'instinct, c'est de la mémoire. Les scientifiques les appellent des cartes vivantes. À Yellowstone, il y avait un ours célèbre surnommé Yogi. Il ouvrait systématiquement les voitures des touristes à la recherche de nourriture. En 8 ans, il a ouvert plus de 50 véhicules, endommagé plusieurs tentes et, une fois, arraché un sac à dos directement des mains d'un touriste stupéfait. Les gardes du parc l'ont déplacé 3 fois dans des zones reculées. Chaque fois, il est revenu, franchissant montagnes et rivières en se guidant uniquement grâce à sa mémoire. Voilà ce qu'on appelle intelligent et motivé. Décembre, 40 degrés sous zéro. Dans une tanière sous les racines d'un immense cèdre, un ours devrait dormir. Mais il ne dort pas. Quelque chose s'est mal passé. Il n'a pas accumulé assez de graisse, ou bien des bûcherons ont abattu l'arbre et détruit sa tanière, ou bien des braconniers l'ont dérangé en octobre. L'ours est sorti en janvier. Il ne s'est pas réveillé. Il est sorti. Dans la taïga, dans le froid extrême, sans réserve suffisante. Un chaton vient de naître. Le chaton est un ours en état d'agonie. Son organisme exige l'hibernation, mais il n'y a plus de graisse pour la soutenir. Les muscles commencent à se consumer. Le corps passe au métabolisme des protéines. Sous l'effet du froid, les coussinets de ses pattes gèlent. Chaque pas est une douleur. S'arrêter signifie geler et mourir. Continuer à avancer signifie continuer à souffrir. Le chaton n'a pas le choix. Il avance toujours, vers l'odeur de nourriture, vers la chaleur, vers une vie qui n'existe déjà plus. Le psychisme du chaton est altéré. La peur a disparu. Un ours normal contourne les villages. Le chaton marche droit vers la fumée des cheminées, vers les aboiements des chiens, vers l'odeur des poubelles. Il avance tout droit comme un char. Il ne rugit pas, il attaque en silence. Dans les anciennes chroniques sibériennes, on décrit des cas de chatons qui ont traversé le toit d'une maison ou arraché les cadres des fenêtres pour atteindre les gens à l'intérieur. Ce n'est pas de la chasse, c'est du désespoir. L'apparition d'un chaton près d'un village est une situation d'urgence. Le village se ferme, les enfants ne sortent plus. Les chiens sont rentrés à l'intérieur. On mobilise des chasseurs expérimentés, la police, parfois les services d'urgence. Faire revenir un chaton dans une tanière est impossible. Il ne partira pas. Il n'a nulle part où aller. Pour lui, l'hiver n'existe plus comme saison de repos. Pour lui, il n'existe plus que la douleur et la faim. Et il ira là où il y a de la nourriture, aussi longtemps qu'il pourra marcher. Le destin d'un chaton est toujours tragique. Même s'il parvient à trouver assez de nourriture, le gel des pattes, l'épuisement musculaire et le désordre métabolique ne lui permettront pas de survivre à l'hiver. Le chaton est condamné. Il ne le sait pas. Il marche, c'est tout. Et c'est là toute la tragédie de cette créature. Ce n'est pas un monstre. Ce n'est pas un zombie. C'est simplement un ours qui n'a pas réussi à s'endormir. Et maintenant, il en paie le prix le plus élevé. L'ours est un ingénieur fondamental des écosystèmes forestiers. Un seul exemple suffit pour le comprendre. Il transporte des saumons de la rivière jusqu'au cœur de la forêt. Les restes de poissons se décomposent et fertilisent le sol. Les scientifiques ont découvert que les arbres qui poussent près des zones où les ours se nourrissent grandissent 3 fois plus vite que ceux qui sont loin de la rivière. L'azote venu de l'océan, transporté vers la forêt à travers le saumon puis l'ours, nourrit les arbres. L'ours est un système de transport de nutriments. Sans lui, la forêt s'appauvrit. L'ours est aussi le plus important disperseur de graines de la taïga. Il mange les baies entières, puis parcourt des dizaines de kilomètres. Les graines qui traversent son système digestif non seulement survivent, mais germent mieux parce que l'acidité de l'estomac fragilise leur enveloppe protectrice. Un ours parcourt jusqu'à 50 km en une journée et dépose des graines tout au long de son itinéraire. C'est un jardinier involontaire. La taïga existe en partie grâce à son travail. Les ours remuent de vastes surfaces de terrain à la recherche de racines, de larves et de rongeurs. Après leur passage, il reste des parcelles de terre retournées. Ce n'est pas de la destruction, c'est une préparation du sol. Dans cette terre retournée par les ours, les graines germent plus vite et les jeunes pousses se développent mieux. Des recherches menées en Scandinavie ont montré que dans les zones où les ours se nourrissent activement, la biodiversité végétale est supérieure de 23% à celle des zones où il n'y a pas d'ours. L'ours nourrit la forêt même de manière indirecte. Les restes de ses repas profitent aux aigles, aux corbeaux, aux renards, aux loups et aux insectes. Dans les régions où les ours sont nombreux, la densité d'autres espèces animales est aussi plus élevée parce que l'ours crée des ressources alimentaires pour toute la chaîne. Retirez l'ours et l'écosystème entier commence à se dégrader. Cela a été démontré par l'exemple de régions d'Europe où les ours ont été exterminés au 19e siècle.
L'ours polaire est le plus grand prédateur terrestre de la planète. Les mâles atteignent 800 kg. C'est un descendant direct de l'ours brun qui, en 150 000 ans, s'est transformé en machine parfaite pour survivre au milieu des glaces. Son pelage est creux à l'intérieur. Il fonctionne comme une fibre optique, canalisant la lumière du soleil vers sa peau noire qui absorbe la chaleur. Ses pattes sont recouvertes de poils sur leur face inférieure pour assurer l'adhérence sur la glace. Il peut détecter un phoque sous 1 mètre de glace solide. L'ours noir d'Asie, aussi appelé ours de l'Himalaya, est le plus proche parent de l'ours brun, mais c'est une espèce différente. Il est plus petit, plus sombre, avec une tache blanche caractéristique sur la poitrine en forme de croissant de lune. C'est un grimpeur exceptionnel. Il passe plus de temps dans les arbres que n'importe quel autre ours du monde. Il cueille directement sur les branches fruits, noix et miel. Au Japon, on l'appelle Tsuki no wa Guma, l'ours à la lune. Sa population en Asie est menacée par la déforestation. L'ours malais est le plus petit ours de la planète. Il pèse entre 27 et 80 kg. Il possède la langue la plus longue de tous les ours, jusqu'à 25 cm, qu'il utilise pour extraire le miel des ruches et les insectes des fissures de l'écorce. Malgré sa petite taille, il est incroyablement fort pour ses dimensions. Des attaques d'ours malais contre des adultes ont été documentées et se sont terminées par de graves blessures. Petit ne veut pas dire inoffensif. L'ours à lunettes est le seul ours vivant en Amérique du Sud. Il habite les Andes, du Venezuela à la Bolivie. Il doit son nom au cercle clair autour de ses yeux, qui ressemblent à des lunettes. C'est un excellent grimpeur qui passe des heures dans la cime des arbres à manger des fruits. Il descend d'ours qui ont traversé l'isthme de Panama depuis l'Amérique du Nord il y a 2 à 3 millions d'années. C'est l'ours le plus solitaire de la planète. Son plus proche parent vit en Asie. La plus grande menace qui pèse aujourd'hui sur les ours n'est pas la chasse, c'est la fragmentation de leur habitat. Les routes divisent les forêts en îlots isolés. L'ours ne peut pas traverser une autoroute. Le risque est trop grand. Son territoire se réduit, les populations s'isolent, la consanguinité augmente. En Europe occidentale, il ne reste que quelques centaines d'ours bruns, dispersés entre les Alpes, la Cantabrie et les Alpes dinariques. Ce sont les fragments de ce qui fut autrefois une population continue. L'ours polaire est celui qui fait face à la menace la plus grave. La glace arctique fond, la période estivale sans glace s'allonge chaque année. Les phoques, sa proie principale, deviennent de moins en moins accessibles. Les ours polaires sont forcés de nager sur des distances toujours plus grandes à la recherche de plaques de glace. Des cas ont été documentés d'ours morts, noyés en mer ouverte, épuisés après plusieurs jours de nage sans trouver de glace. Selon les projections des biologistes, si le rythme actuel du changement climatique se maintient, entre 2050 et 2080, les 2/3 de la population d'ours polaires pourraient disparaître. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. En Autriche, en Italie et en Slovénie, des programmes de réintroduction de l'ours sont en cours. Dans les Carpates, la population s'est stabilisée. En Alaska et au Canada, elle augmente. En Russie, on compte environ 120 000 individus. C'est la plus grande population du monde. L'ours ne renonce pas. Il s'adapte. Il trouve des moyens de vivre à côté des humains, parfois au grand mécontentement des deux parties. Imaginez que vous marchez sur un sentier, un virage. À 15 mètres, il y a un ours. Il vous regarde. Vous le regardez. Votre cerveau donne un ordre. Cours. C'est l'ordre le plus mortel que votre cerveau puisse vous donner. Au moment où vous vous mettez à courir, vous activez chez l'ours le programme qui poursuit ce qui fuit. C'est un réflexe, des millions d'années d'évolution. Il vous rattrapera en 3 ou 4 secondes. Ne courez pas, jamais. Le comportement correct face à un ours est le suivant. Restez sur place. Levez les bras pour paraître plus grand. Parlez d'une voix calme et grave. Ne criez pas. Les cris ressemblent aux appels d'une proie blessée. Ne regardez pas l'ours droit dans les yeux. Un prédateur interprète un regard fixe comme un défi. Lentement, sans lui tourner le dos, commencez à reculer. Donnez à l'ours l'information que vous êtes un être humain. Quelque chose d'étrange, mais qui ne fuit pas. Pas une proie. Les charges d'intimidation font partie du répertoire de l'ours. Il fonce sur vous à pleine vitesse puis s'arrête à quelques mètres. C'est un test. Si vous courez, il peut vous poursuivre pour de bon. Si vous tenez bon, il y a de fortes chances qu'il s'en aille. Rester immobile alors qu'une bête de 300 kg charge sur vous à pleine vitesse exige un sang-froid énorme, évidemment. Mais c'est possible, et c'est la seule option. Si l'ours vous renverse, faites-le mort. Allongez-vous à plat ventre, les mains croisées derrière la nuque, protégez votre gorge. Votre sac à dos sera votre bouclier pour le dos. Écartez les jambes pour qu'il soit plus difficile de vous retourner. Ne bougez pas, ne criez pas. 90% des attaques d'ours sont défensives. L'ours veut simplement que la menace disparaisse. Quand vous arrêtez de bouger, vous n'êtes plus une menace, l'ours s'en ira. La meilleure rencontre avec un ours, c'est celle qui n'a jamais lieu. Règle numéro 1. Ne laissez jamais de nourriture dans la tente ni près du camp. Faites cuire la nourriture loin de l'endroit où vous dormez. Suspendez les provisions entre 2 arbres à 4 mètres de hauteur. Ne marchez pas dans la forêt en silence. Parlez à voix haute ou utilisez des clochettes pour ours. Prévenez l'ours de votre approche.
il partira le premier. C'est son inclination naturelle. Pour les peuples autochtones de Sibérie, les Evenks, les Yakoutes, les Nanaïs, l'ours occupe le centre de la vie spirituelle. Tuer un ours est un acte rituel qui exige des cérémonies particulières. On ne dit pas « j'ai tué l'ours », on dit « j'ai trouvé l'ours ». Son vrai nom ne doit pas être prononcé près de la forêt. Ces os sont conservés d'une manière spéciale. Ces traditions ne sont pas des superstitions. Elles sont le résultat de milliers d'années de coexistence avec une créature dangereuse, condensée en règles qui protègent à la fois l'humain et l'animal. Nous avons transformé l'ours en jouet en peluche. Paddington, Misha, l'ours olympique, Winnie, l'ourson. Tous sont de gros bonshommes gentils avec des yeux doux. C'est l'acte de réinterprétation culturelle le plus réussi de l'histoire de l'humanité. Nous avons pris une créature capable de briser la colonne d'un bison d'un seul coup et nous l'avons transformé en héros de livres pour enfants. L'ours, très probablement, s'en moque complètement. Il est occupé à des choses bien plus importantes. Manger des framboises sauvages et ne pas lire de livres pour enfants. L'ours a survécu aux âges glaciaires. Il a survécu aux extinctions massives qui ont anéanti la plupart des grands mammifères. Il a survécu à l'invasion humaine de son territoire. Il s'est adapté au changement climatique, à l'abattage des forêts, à la proximité des villages et des villes. 12 000 ans à nos côtés, et il est toujours là. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est ce que signifie être vraiment vivant. Tant qu'il y a un ours dans la forêt est vivante. Ce n'est pas une jolie métaphore. C'est une réalité écologique vérifiable. L'ours est l'indicateur de la santé d'un écosystème. Là où il est présent, la forêt est complexe, riche, stratifiée. Là où il est absent, la forêt se simplifie, s'appauvrit, perd sa diversité. L'ours ne fait pas qu'habiter la forêt. Il la crée. Avec chacun de ses pas, avec chaque trou qu'il creuse, avec chaque saumon qu'il traîne de la rivière vers l'intérieur des arbres. Un jeune ours qui parcourt son territoire pour la première fois porte en lui des millions d'années d'évolution. Il ne le sait pas, il renifle simplement l'air et marche vers l'odeur. Mais dans chacun de ces mouvements se trouve une réponse de la nature à la question la plus ancienne du monde. Comment survivre dans un lieu où seuls les meilleurs survivent? La réponse est simple, sois fort, sois intelligent, sois patient. Connais ton territoire et n'abandonne jamais. L'ours n'est pas le méchant d'un film d'horreur et ce n'est pas non plus un jouet aux yeux de bouton. C'est une créature sans égale par la somme de ses qualités sur la terre ferme. Un être capable de se battre avec un tigre, de survivre au froid arctique, de traverser des océans à la nage et de vous sentir à 30 km. Un être qui met au monde ses petits en dormant et qui nourrit une forêt entière avec des saumons. Un être qui mérite notre respect et notre compréhension. Son domaine est un territoire où les lois humaines ne s'appliquent pas. Là règne le droit du plus fort, du plus intelligent, de celui qui comprend le mieux les règles de ce monde. La forêt existe selon ses propres lois. Ces lois sont plus anciennes que nous. Elles sont plus sages que nous. Et la meilleure chose que nous puissions faire, c'est entrer dans ce monde avec respect, avec connaissance et avec la conscience claire de qui est ici le véritable maître. Le soleil couchant illumine la taïga une dernière fois pour aujourd'hui. Quelque part là-dessous, invisible d'en haut, un énorme animal lève la tête et renifle l'air du soir. Il sait que vous êtes là. Il le sait toujours. Tant que cette forêt existera, il existera. Maître, ingénieur, légende. L'ours.